Yves Demazo, en tant que président de l'Association française d'intelligence artificielle, on m'a demandé d'animer cette table ronde sur IA passé, présent, futur. Donc moi, j'ai pas 18 ans, j'ai 32 ans d'activité en intelligence artificielle, mais dans le panel, j'ai des gens, j'ai des collègues qui sont encore plus d'expérience que moi dans le domaine. À vrai dire, on a entendu beaucoup parler depuis ce matin d'intelligence artificielle. Je me faisais la réflexion que oui, c'est bien, il y a de nouveau le tirage du volume de l'Institut Bull. Si on avait fait les 35 ans de l'Institut Bull, peut-être le seul panel qui aurait parlé d'intelligence artificielle, ça aurait été le nôtre. Et donc, on va essayer de vous parler d'intelligence artificielle, sachant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont parlé de l'impact de l'intelligence artificielle, du futur à 30 ou 40 ans. Il se trouve que quand même l'intelligence artificielle existe depuis 60 ans. À mon avis, on est encore parti pour au moins 60 ans. Et j'aimerais en fait dans ce panel, non pas qu'on soit pas, qu'on se batte pas, enfin on peut se battre, mais on peut débattre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'invariants aussi quand même en intelligence artificielle. Il y a des questions récurrentes. Et quand moi j'ai commencé dans le domaine, à vrai dire, c'était peut-être les dernières années où l'intelligence artificielle était vue de façon monolithique, intégrée. Mon directeur de thèse était Jean-Claude Latombe, pour ceux qui connaissent. Et il parlait de machines intelligentes. Et moi, 30 ans après, je parle de machines intelligentes aussi. Mais il se trouve que si vous prenez les thèmes de ISHKAI 1983 à Karlsruhe, il y avait une dizaine de thèmes. Et quand on regarde 25 ans après les thèmes de ISHKAI à Melbourne, par exemple, bah vous remarquez qu'il y a 70% des thèmes qui sont exactement les mêmes 25 ans après. Donc il y a des invariants. Il y a des invariants. Dans les années 85, les gens ont compris que la machine intelligente, c'était quelque chose de très compliqué. Donc il y a eu des propositions d'architecture. Il y a eu... Et puis en bon informaticien, on s'est dit que, comme tout problème compliqué qu'on ne sait pas résoudre, on va décomposer le problème en sous-problèmes. En France, ça a eu un effet assez dévastateur, c'est-à-dire qu'en fait, grâce aux facilités du genre des associations de loi 1901, grâce à un certain nombre d'initiatives, grâce à, j'ai envie de dire, la guéguerre entre certains organismes, grâce à la mise en concurrence d'un certain nombre d'acteurs, en fait, le domaine de l'intelligence artificielle, il y a une trentaine d'années, à 35 ans, a explosé en autant de myriades d'associations savantes, conférences. C'est ainsi que, je dirais, bon an, mal an, actuellement, il y a à peu près une quinzaine, annuellement, il y a une quinzaine de conférences spécialisées en intelligence artificielle, conférences thématiques. Il y a 7 ou 8 associations savantes, dont la FIA, dont je suis le président. Et il faut avoir conscience que, donc, je vous disais, au niveau international, on a ces 10 thèmes qui sont un peu récurrents. En France, on a aussi 10 thèmes qui sont un peu récurrents. Alors, pour oublier personne, je vais juste reprendre ma fiche. Et par ordre alphabétique, donc, on a un thème en France, enfin, les 10 thèmes les plus représentés en termes de recherche, j'ai envie de dire. Il y a l'apprentissage, extraction et gestion des connaissances, interaction avec l'humain, ingénierie des connaissances, reconnaissance des formes vision, robotique automatique, représentation et raisonnement, satisfacibilité et contrainte, système multi-agent et puis traitement des langues naturelles. Et en fait, ces 10 thèmes en France existent, cohabitent, j'ai envie de dire, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez la chance, dans ce panel, d'avoir 4 représentants de 4 de ces thèmes. Bon, les 6 autres thèmes, sachez qu'ils existent, qu'ils sont vivaces. Et certes, le deep learning, c'est un bout de l'apprentissage statistique. Certes, l'apprentissage statistique, c'est une partie de l'apprentissage.
Et donc, certes, l'apprentissage, c'est un des 10 thèmes de l'intelligence artificielle. Donc, on est tous reconnaissants actuellement, et on est aussi reconnaissant à l'Institut Bull d'avoir tellement orienté la journée sur l'intelligence artificielle. Mais donc, merci à nos collègues en apprentissage profond qui ont remis la lumière sur le domaine. Il y a 25 ans, on venait juste d'en parler. Là, on parlait beaucoup d'intelligence artificielle grâce au système expert et on leur rend hommage. Et dans 25 ans, on parlera beaucoup d'intelligence artificielle grâce, on ne sait pas encore, mais on va essayer de le voir. Donc autour de cette table, et après cette longue introduction, mais pour vous dire qu'il y a quand même une certaine continuité, et puis il y a des gens qui labourent leur terrain dans leur domaine depuis 25 à 30 ans. Donc nous avons au bout de la table Frédéric Segond, qui est la spécialiste sur le thème des langues naturelles. Nous avons Patrick Constant, qui sera le spécialiste sur tout ce qui est ingénierie des connaissances. Nous avons Françoise Soulier-Folgelmann, que j'avais croisée la première fois il y a 34 ans. Moi, j'étais jeune thésard, elle a été brillante professeure avec plein de résultats à l'époque déjà. Et donc, je suis ravi de la retrouver, ce panel, 34 ans après. Voilà. Et donc, moi, je suis sur le domaine des systèmes multi-agents. Alors, dans un premier temps, je vais passer la parole à mes 3 collègues pour qu'ils vous disent, sur ces 20-30 années de carrière, finalement, qu'est-ce qui les a marqués, quel a été peut-être le meilleur souvenir, ou dans cette continuité, le fait le plus marquant, ou je ne sais pas. Enfin, et en même temps, je leur demanderai de se présenter. Frédéric ? Alors, merci de m'avoir invité. Ça m'impressionne beaucoup de faire partie du passé de l'intelligence artificielle, mais j'assume très bien. Voilà. Donc, comme l'a dit Yves, moi je viens du domaine du traitement du langage naturel. Alors, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, moi aussi je suis tombée dans l'intelligence artificielle quand j'étais petite. Alors par contre, moi j'ai fait des maths pures et puis j'ai fait de la linguistique. Voilà. J'ai un double cursus. Je savais pas trop ce que j'allais faire quand je serais grande. Je sais toujours pas maintenant, mais bon, le passé me rattrape, donc on verra bien. Et en fait, ce qui me plaisait dans les maths, c'était l'algèbre, la logique. J'ai des profs en logique qui m'ont beaucoup marqué. Et puis d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans mes enseignements aussi. C'était Aurore Monod-Becquelin, la petite fille de Théodore Monod, donc l'ethnolinguistique. Voilà, donc tout ça, ça m'a conduit à l'intelligence artificielle. Et alors, en fait, j'ai vraiment connu, parce qu'effectivement, si je parle un peu plus précisément du traitement automatique du langage naturel, quand j'ai commencé, donc bon, bien sûr, j'avais fait des maths. Du coup, j'étais dans des écoles de pensée très mathématiques où on essayait de formaliser le langage. Notamment, j'ai fait ma thèse sur les grammaires catégorielles, qui était un système vraiment très mathématique pour décrire les langues. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, il y avait les informaticiens d'un côté, les linguistes, et puis bon, chacun, on essayait de se parler. Enfin, c'était un petit peu curieux, des mathématiciens dans le milieu. Et puis, il y avait des écoles de pensée. C'était vraiment, je me souviens des conférences à l'époque. Il y avait la théorie des grammaires catégorielles, il y avait la théorie des LFG, que j'ai aussi subi. Il y avait HPSG, il y avait donc toutes ces grammaires autour de Chomsky, tout ça. Et quand on allait dans les conférences, il fallait vraiment... En fait, maintenant, je me rends compte que ces théories étaient assez proches, mais il fallait convaincre que c'était la nôtre la meilleure. Il y avait des débats d'idées, il y avait... voilà, c'était assez stalinien, je dois dire. Et moi, j'ai fait du LFG. Je me souviens que c'était des théories qui étaient souvent faites pour l'anglais. Et donc, quand on proposait des choses pour changer un petit peu ces théories, il fallait demander aux grands maîtres et prouver que notre changement allait bien dans la théorie marxiste. Et donc, je veux dire, tout ça, c'était à la fois, ça m'agaçait. À un moment, j'ai dit, moi, j'en peux plus de ces courants de pensée. Mais à la fois, c'était très formateur. Ça développait un esprit critique, ça développait... alors là, puisque ces débats doivent être un peu... j'avoue que maintenant, quand je vais dans les conférences où on est à fond dans mon domaine, beaucoup dans le deep learning, hein, comme partout,
c'est très frustrant parce qu'on est passé de conférences où on jugeait les papiers des gens, il y avait des discussions, il y avait des choses comme ça. Maintenant, eh ben, on est dans l'évaluation, et je dis pas qu'il faut pas évaluer, hein, mais du coup, bah, les gens font un papier, puis ils disent, voilà, j'ai fait 0,05% de mieux que Patrick, et puis je sais pas vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une chose aussi, l'explicabilité. On en a un petit peu parlé, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, voilà. Et puis à la suite de ça, donc je me suis révoltée, je suis passée à la sémantique. J'ai fait de la désambiguisation sémantique. Et puis maintenant, alors une de mes particularités aussi, c'est que je suis à la fois dans les deux mondes, hein. Je suis dans le monde du public et dans le monde du privé, parce que je suis prof associé à l'INALCO, j'ai dirigé la Tala pendant 6 ans. Et donc, après, je suis passée vraiment dans ce monde entre... ce qui m'intéresse, c'est sémantique, jusqu'où on peut aller, représentation des connaissances. Donc là vous en parliez juste avant. Je trouve que vous avez été un peu dur quand même. Il y a des choses qui se passent. Il y a encore des gens, même dans l'industrie, qui essayent de modéliser leurs connaissances. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et bon, où je suis aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, je suis chez Bertin depuis quelque temps à m'occuper d'intelligence. C'est un vaste programme. Voilà. Bonjour à vous. Donc, je suis Patrick Constant. Moi, je suis fondamentalement un ingénieur. Donc, je suis ingénieur de Télécom Paris Tech. J'ai fait une thèse. En fait, j'ai fait une thèse en langage naturel. Donc, j'ai fait aussi beaucoup d'ingénierie de la connaissance. Comme je suis un ingénieur, à 5 ans, je voulais construire des maquettes. Ensuite, j'ai voulu construire des systèmes. Et je me suis intéressé beaucoup à l'intelligence artificielle quand j'étais à Télécom, parce que je commençais à m'ennuyer là-bas. Les choses ne m'intéressaient pas forcément trop. Et il y avait un nouveau domaine à cette époque-là, qui était l'intelligence artificielle, qui se levait avec les systèmes experts, bien sûr. Et donc, je me suis dit, je vais m'occuper de ça, je vais regarder ça. Et comme je suis très, très curieux de tous les domaines un petit peu philosophique et métaphysique, au-delà de la physique, ça m'intéressait aussi de savoir comment on allait pouvoir travailler en intelligence artificielle. Et pour moi, en tant qu'ingénieur, avant de créer un modèle, il faut en faire les plans, il faut avoir fait un design de ce modèle-là. Et pour moi, je suis désolé, ou je pense que vous avez peut-être apprécié cette remarque, mais le modèle de l'intelligence artificielle, c'est d'abord et avant tout l'intelligence. Donc, on aurait fortement intérêt à étudier encore davantage cette intelligence. Donc effectivement, la gestion des connaissances fait partie de l'étude de cette connaissance et on a besoin de travailler là-dessus. Donc pour moi, ma vision peut être directe pour aller très vite sur tout ce qui est deep learning, apprentissage, etc., c'est que le deep learning travaille essentiellement sur les couches basses de l'intelligence, qui sont les couches de perception. Et pour ça, elle marche très bien parce que les couches de perception sont déjà modélisé par des neurones. Mais au-delà de ça, et si on va plus loin, si on regarde des domaines comme les mathématiques ou des choses comme ça, on s'aperçoit que ces domaines-là sont des domaines qui ne sont pas du tout neuronales. Ce sont des domaines qui sont hors du temps, d'ailleurs hors du temps et de l'espace. Les nombres sont parfaitement hors du temps et de l'espace, si vous en doutez. Essayez de placer un nombre dans un temps et dans un espace, vous verrez que non, il est ailleurs aussi. Vous n'arriverez pas à l'enlever de ça. Donc, ce qui est important pour moi, c'est aussi d'étudier le modèle des choses qui sont hors du temps et de l'espace. Et la connaissance, en tant que telle, est hors du temps et de l'espace. Et ça c'est difficilement modélisable par un système qui est dans le temps et dans l'espace, qui s'appelle le deep learning, qui travaille sur des données dans le temps et dans l'espace. Donc, moi, c'est ma vision là-dessus. C'est une vision d'ingénieur. Et c'est une vision que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Alors, juste pour parler un tout petit peu des choses qui m'ont frappé, peut-être le plus, c'est la première chose, c'est la fin de la première époque de l'intelligence artificielle, quand en fait ce mot-là a été banni du vocabulaire, mais banni au sens, c'était ringard de prononcer ce mot-là, et je pense qu'il y a des gens qui sourient, mais c'était vraiment ringard de prononcer ce mot-là aux alentours 90-91. C'était ringard. Et nous, on avait une société qu'on avait créée qui s'appelait Ingenia. Et Ingenia, ça veut dire ingénieur en intelligence artificielle. Puis à un moment donné, on a changé le sous-titre de la société et on a appelé ça ingénieur en informatique avancée. Donc voilà, c'est vous dire à quel point c'était ringard de parler d'intelligence artificielle. Donc c'est revenu, merci le deep learning, mais on reste sur des couches basses d'intelligence pour moi et il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ça, dans le domaine de l'ingénierie de la connaissance. Les moteurs de recherche amènent énormément de choses dans le domaine de la modélisation de la mémoire. Parce qu'un moteur de recherche, vous tapez des mots, ça vous donne des résultats. Et quand vous parlez, quand je vous exprime des choses et quand je vous dis des choses, vous
vous voyez tout un tas de choses arriver de façon instantanée, de la même manière qu'un moteur de recherche. Donc un moteur de recherche, c'est un modèle cognitif de la mémoire qui est bien supérieur à tout autre modèle. Donc voilà, l'apprentissage est tellement important pour les machines qu'effectivement c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'apprentissage et on n'est pas au bout de nos découvertes. Et surtout, on n'est pas au bout de nos découvertes de ces niveaux bien supérieurs qui sont des niveaux hors du temps et de l'espace, comme je disais tout à l'heure. Merci. Donc moi, je ne suis plus professeur à l'Université de Paris-Sud depuis juste 30 ans seulement. Par contre, je ne suis plus professeur à l'Université de Tianjin en Chine depuis seulement 6 mois. Donc ça c'est correct. Donc je suis ici, je suppose, Jean, n'est-ce pas, pour représenter les abominables individus qui font du deep learning. Donc j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là dans les années 80, et mes ennemis personnels étaient les gens qui faisaient de l'IA symbolique. Parce que les gens qui faisaient de l'IA symbolique, quand je leur parlais de mes histoires, me disaient non, ça n'a aucun sens. Mets donc une couche de peinture IA là-dessus, comme ça peut-être qu'on acceptera de te parler. Donc je n'avais pas le droit de parler de réseau de neurones, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sauf si je déguisais ça sous une couche IA. Maintenant, l'amusant, c'est que les choses se sont un peu inversées. En tout état de cause, donc, on a commencé à travailler dans les années 85-86, donc avec Yann Lequin et tous ces gens-là. Et très rapidement, en fait, incroyablement rapidement, un exemple. On a commencé à travailler sur la reconnaissance de la parole à l'occasion d'une thèse de Léon Bautou, en l'occurrence. Et cette thèse nous a permis... Alors, on partait de zéro, nous, très, très tranquille. On ne connaissait rien à la reconnaissance de la parole. Il y avait à côté de nous, donc à Orsay, il y avait le LIMSI. Et en moins de 2 ans, on a obtenu avec nos réseaux de neurones des performances qui étaient équivalentes à celles du LIMSI. C'est-à-dire que les réseaux de neurones, de façon générale, le réseau multicouche de façon un petit peu plus particulière, et ce qu'on appelait à l'époque les TDNN, les Time Denial Neural Network, ce que maintenant on appelle Deep Learning, mais c'est la même chose, toutes ces choses-là existaient complètement dans des publications, donc les fameux réseaux de convolution, tout ça existait dans des publications de 1990. Moi, ce qui me frappe, avec des performances tout à fait remarquables pour l'époque, ce dont tu parlais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions sur l'algorithme, évidemment, il y a eu des modifications, mais il faut bien voir que s'il y a eu un mot sale à prononcer qui était IA, il y avait un mot encore plus sale qui était réseau de neurones. C'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé sur ces choses-là se sont battus comme des malades pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à publier sur ces domaines. Et donc il y a eu relativement peu d'évolution parce qu'il y avait très peu de gens qui travaillaient là-dessus, tout simplement. Alors aujourd'hui, on a parlé des conférences IA. Les conférences IA sont actuellement dominées massivement par des Chinois. Et tous les Chinois, il y en a 1,3 milliard quand même, tous ces Chinois-là font du deep learning. Donc s'il n'y a pas eu beaucoup de résultats dans les quelques années qui viennent de s'écouler, attendez la suite, ça devrait venir. Il n'en reste pas moins que le deep learning, c'est une technique, et c'est comme ça qu'on l'avait conçu à l'époque, un time delay neural network, c'est comme tu le dis très justement, le temps et l'espace. Moi, je dis plus précisément, et ça reste à faire, mais néanmoins, c'est une technique qui est adaptée quand il y a une géométrie. C'est basé sur un fil de convolution, c'est-à-dire c'est basé sur un voisinage. S'il y a une géométrie, banzai, on y va. Ça marche avec la parole, ça marche avec l'image, ça marche avec le signal, ça marche avec les langues, ça marche avec une base client. Non. Donc aujourd'hui, on a tendance à dire IA égale deep learning. Non, absolument pas. Le deep learning, c'est une technique remarquable, extrêmement puissante pour traiter des problèmes dans lesquels il y a une géométrie. Alors, est-ce qu'on ne comprend pas ? J'ai envie de dire, pas plus que les gens qui faisaient de la reconnaissance d'images autrefois avec des bandes filtres. C'est pareil. Un réseau de deep learning, c'est une succession de couches de bandes filtres. La seule différence avec ce qu'on faisait à l'époque en images, et c'est pour ça qu'on avait inventé ça, nous, c'est qu'à l'époque, les gens qui faisaient du traitement d'images avec des filtres définissaient leurs filtres a priori. Je cherche une verticale, je cherche une horizontale, je cherche une diagonale, etc. Et nous, on a dit, on va apprendre les filtres. Zéro différence à part ça. Donc, tout ce qui marchait à l'époque pour la reconnaissance d'images
marche avec du deep learning très bien pour la même raison. Il n'y a rien à expliquer. Alors, si tu veux me faire une explication, pourquoi ce réseau deep learning a reconnu un chat? Parce qu'il a reconnu une verticale, etc. Donc, évidemment, pas très clair. Donc, pendant que mes petits camarades ramaient à faire des réseaux de neurones, moi, je suis partie ensuite, après 20 ans à l'université, je suis partie ensuite dans le privé. Et là, ce qui m'a intéressé à l'époque, c'était en fait de voir comment ces technologies-là pouvaient être utilisées dans des applications industrielles. Et c'est là que la dure réalité des réseaux de neurones de l'époque m'a rejointe, c'est-à-dire pas de données, c'est-à-dire pas de logiciel, pas de gens formés, pas de machines. Pour l'industrie, c'était complètement cuit. Et ce que je trouve absolument remarquable, c'est que ça a pris en gros 30 années à bouger. Il faut être patient, hein. Il faut être patient. Donc la recherche, c'est magnifique, mais je dirais que si on a un problème vraiment à résoudre, c'est comment diable on fait pour que des idées qui fonctionnent, parce que ça marchait à l'époque comme ça marche aujourd'hui, comment fait-on pour que des idées dont on démontre qu'elles fonctionnent passent en prod, comme on dit? Ça, c'est complètement fulminant. Ça passe en prod 30 ans après. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qui m'a frappé le plus? Ce qui m'a frappé le plus, donc, c'est effectivement que ces choses-là n'étaient pas utilisables dans l'industrie. Et puis ensuite, j'ai rencontré des gens absolument remarquables, dont un statisticien. Tu connais mon dada, Jean, Vladimir Vapnik, qui, dans une conférence, la conférence des réseaux de neurones de l'époque, qui s'appelait Snowbird aux États-Unis, avec une neige absolument magnifique, a fait une conférence dans laquelle il a présenté un cadre mathématique statistique, plus exactement, statistique pour toutes ces techniques-là, et qui en fait explique beaucoup de choses. Pourquoi toutes ces choses fonctionnent. Il y a énormément de choses intéressantes chez Vapnik à regarder. Finalement, pendant toutes ces années-là, même si le deep learning n'avançait pas beaucoup, il y a deux choses qui avançaient par contre à grands pas. C'est d'une part le big data. Le big data nous a permis d'avoir des quantités de données absolument folles. Donc tout à l'heure, il y avait un orateur qui disait beaucoup de données, bof. Moi, je dis beaucoup de données, oui. Plus, s'il vous plaît, même. Donc plus j'ai de données, et plus mes modèles vont être performants. Mais pas un peu, 10 fois plus. D'accord ? Donc par exemple, aujourd'hui, Facebook est en train de pulvériser tous les records de reconnaissance d'images dans la conférence ImageNet, en utilisant 3 milliards, 500 000 peut-être, d'images. Des bases de données de cette taille-là, c'est de la folie. Donc le big data, c'est ça qui a changé la donne, d'abord et avant tout. Et puis le deuxième sujet, c'est les machines. C'est-à-dire, je me souviens encore du bruit de mon vieux Macintosh qui tournait pendant une semaine pour faire tourner un pauvre réseau TDNN avec 2 couches cachées, d'accord, sur 1000 exemples. Donc sur 3 milliards 500 millions d'exemples et 30 couches, ça ne le fait plus. Donc il faut dire merci aux gens qui ont inventé le web. Donc on a pu récupérer énormément. Il y a beaucoup de données maintenant qui circulent comme ça. Et puis merci aux gens qui ont fait que les architectures fonctionnent. Et Bull a fait, il n'y a pas très longtemps, un serveur avec 16 téraoctets de RAM. Pour faire ce que je fais, c'est royal. Merci. Oui, alors, sur les machines, ça me fait me souvenir que, en fait, moi, pour ma thèse, qui était sur les niveaux de représentation et les systèmes de vision par ordinateur, Jean-Claude Latombe a été le premier à apporter un Grinnell couleur avec autorisation de la DARPA. C'est une immense armoire qui me permettait d'avoir des images couleurs 512 par 512, 24 bits plus 4 bits graphiques. Grosso modo, ça faisait la taille mémoire du plus misérable, enfin un quart de la taille mémoire du plus misérable appareil photo qu'on a maintenant. Donc oui, ça c'est le matériel. Et alors moi je dirais côté multi-agent, côté multi-agent c'est un peu le dernier né côté intelligence artificielle. Et c'est vrai que moi j'ai été éduqué dans cet aspect, enfin dans ce courant très cognitif, symbolique et autres. Et en fait mon choc ça a été que mon postdoc je l'ai fait chez LuxStills avec j'ai eu la chance de rencontrer Rodney Brooks, Marvin Minsky à cette époque-là.
Et en même temps qu'on développait ces notions d'agent, j'ai découvert tout ce qui était subsymbolique, voire intelligence sans raisonnement et tout ça. Et la même année, donc j'ai rencontré ces gens-là et j'ai fait aussi un séminaire en face de Niels Nilsson sur tout ce qui était intelligence artificielle distribuée. Et ça a été un peu le début de ma quête, qui est toujours la même d'ailleurs, qui est que, en fait, c'est effectivement des courants assez irréconciliables. Alors on a tendance à dire que côté occidental et donc européen et donc français, notre approche naturelle est de l'IA est aristotélicienne, centrée sur l'individu, centrée sur le raisonnement, alors qu'effectivement, dans les pays d'Asie, c'est beaucoup plus sur le collectif et que les approches connexionnistes sont finalement beaucoup plus naturelles pour eux. Effectivement, ces dernières années, j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps au Japon et en Chine. Et oui, ils voient ça assez différemment. Déjà, à l'époque où moi j'étais étudiant, il y avait les ordinateurs de 5e génération au Japon. Et c'était une vision en fait parallèle. Enfin, c'était peut-être un effort d'intégration. Et en fait, je trouve que, alors d'autant plus maintenant qu'on a ces 10 secteurs, si vous voulez, alors certes côté apprentissage, il y a toujours ce apprentissage statistique, apprentissage numérique, symbolique. Et puis, dans les autres domaines, on en parle sans trop en parler, mais ça reste un vrai problème. C'est-à-dire, bon, en intelligence artificielle, normalement, c'est où est-ce qu'on met le sens. Alors effectivement, le sens, il peut être dans la géométrie, dans la topologie des réseaux de neurones, et qui fait que derrière, les datas, elles se calent dessus. Dans tout ce qui est langue naturelle, représentation des connaissances, le sens, il est ailleurs. Enfin, il est ailleurs. Et donc, il y a ce problème qui est un peu tout le temps le même et qui risque de durer encore beaucoup d'années, qui est l'intégration de tout ce qui est numérique et symbolique. Donc ça, c'est un premier aspect et j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Donc peut-être Frédéric. Oui, alors je voulais juste rajouter pour aller dans le sens de ce que disait Françoise. Moi, ce qui m'a bluffé les dernières années par rapport au deep learning, enfin, c'est les progrès qui ont été faits en traitement de la parole. Si je reste, voilà, moins qu'en texte, ça marche moins bien sur les textes quand même, mais sur la parole, c'est vraiment impressionnant. Alors après. Non, mais ceci étant, on l'utilise quotidiennement par rapport... Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, sinon, pour revenir à la question d'Yves, donc effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je ne suis pas la seule, hein, c'est toute cette approche hybride. Alors, comment faire pour qu'on utilise des méthodes symboliques avec des méthodes plus de deep learning, tout ça, et au mieux, quoi, parce que je n'ai pas spécialement de religion, même si j'ai été éduquée au symbolique. Et donc, juste pour citer quelques exemples, hein, si vous avez envie d'en parler dans mon domaine, hein, donc dans le texte, des choses qu'on regarde beaucoup, c'est comment utiliser des méthodes symboliques pour choisir les features qui vont être utilisées dans des algorithmes d'apprentissage, ou bien comment utiliser des méthodes symboliques pour corriger la sortie d'algorithmes de deep learning ou autres. Voilà, donc tout ça, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup et que je trouve assez intéressant pour la suite. Oui, pour ma part, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est d'abord les modèles avant d'implémenter les choses. Bon, j'adore implémenter les choses, donc je m'intéresse aux modèles pour implémenter des choses efficaces. Et effectivement, pour moi, il y a bien une séparation entre ce domaine qui est hors du temps et de l'espace et ce domaine qui est dans le temps et dans l'espace. Et pourtant, il y a une continuité entre ces deux aspects-là. On le vit tous les jours. On est tous dans le temps et l'espace, mais il nous arrive de rêver, de nous arrêter, de faire autre chose, de penser à des trucs. Et là, on n'est plus dans le temps ni dans l'espace, on est ailleurs. Quand on dort, hein, c'est un exemple typique, hein, mais on se réveille quand même le lendemain, mais il ne s'est rien passé entre les deux. Pourtant, il y a eu 8 heures qui sont passées et on n'était pas là. Donc on était où ? Hors du temps et de l'espace, clairement, mais après, où ? On ne sait pas. Voilà. Donc il y a clairement quelque chose qui est complètement continu entre les deux. Donc pour moi, d'un point de vue des modèles de représentation de l'intelligence et donc de l'intelligence artificielle, par conséquence, il y a forcément quelque chose qui doit être fait, qui sera fait. Aujourd'hui, effectivement, depuis le début, il y a eu des bagarres entre les écoles symboliques
donc plutôt hors du temps, parce qu'un symbole, c'est hors du temps, et comme les nombres, par exemple, sont des symboles, hein, et dans le temps, comme numérique, donc plutôt numérique, parce qu'on fait des calculs qui se passent dans le temps et dans l'espace, et on a des représentations géométriques des choses. Mais en fait, ces deux choses-là, par notre expérience pure, sont parfaitement compatibles, puisqu'on les vit tous les jours, comme je le disais. Donc, pour moi, il y a clairement quelque chose à étudier là-dessus, et plutôt que de faire des querelles de chapelle, c'est vraiment de regarder ça, mais d'un point de vue de modélisation plus intéressante. On le voit en pratique chez les ingénieurs, hein, parce que avant de faire du machine learning, il faut travailler sur les data. Et beaucoup de gens l'ont déjà dit, mais il faut fabriquer déjà un data lake. Alors c'est quoi un data lake? C'est un ensemble de bases de données ou d'objets non structurés d'ailleurs qu'on met ensemble à un seul endroit, qui proviennent d'où? Tout un tas d'autres bases de données. Et ensuite, ces données-là, il va falloir les structurer ou les transformer d'une manière ou d'une autre. Et tous ces outils de structuration et de transformation, pour arriver à des données qui sont intelligibles pour un système d'apprentissage. D'accord? Il faut transformer ça en vecteur, typiquement, etc. Donc il y a des gros travaux, et tout ça, c'est des travaux symboliques. Et donc derrière, on lance le système d'apprentissage, il faut préparer le système d'apprentissage, et derrière, on obtient des résultats, et ces résultats, il faut les retraiter. Un autre aspect que je voudrais dire, et après j'aurai fini là-dessus, c'est que, alors ça a toujours été un de mes dadas, mais la courbe de Zip. La courbe de Zip, c'est une courbe exponentielle qui représente, je dirais, la distribution des fonctionnements humains, de tous les fonctionnements humains qui... Enfin, pour moi, je n'ai pas trouvé de fonctionnement humain. On prend des humains et on les regarde faire, et puis on identifie l'ensemble de ce qu'ils font. Alors c'est peut-être les mots qu'ils traduisent, par exemple, si on analyse les mots. Et on s'aperçoit que dans un texte, il y a 50% de mots qui sont des apax. Alors c'est quoi un apax? C'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Le reste de ces mots-là apparaît 2 fois. Alors je simplifie, mais 50% des 50%, c'est 2 fois, 50% des 50%, c'est 3 fois, etc. Donc on se retrouve avec une courbe comme ça, où les mots les plus fréquents sont très peu nombreux. Hein. Typiquement, ce sera les mots grammaticaux en français. Mais vous avez ça sur tous les phénomènes. Donc l'idée générale, c'est la chose suivante, c'est que 50% des phénomènes humains ne seront jamais, mais jamais, de façon formelle et définitive, calculés et déterminés et mesurés par des systèmes d'apprentissage statistiques. Okay, parce que ça ne peut absolument pas être traité par ces systèmes-là. Donc, ça donne une deuxième dichotomie que je vous ai donnée, qui est complètement transversale et théorique, qui est il y a 50% des phénomènes qui sont traités, qui ne pourront être traités que par des systèmes symboliques, et 50% des autres qui pourront être traités par des systèmes numériques. Donc, encore une fois, on retrouve cette double combinatoire, verticale et horizontale, de ces deux domaines-là. Donc, il n'y a pas de compétition. Il faut que ces deux domaines d'application travaillent ensemble. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du deep learning, mais ces deux domaines devront nécessairement travailler ensemble parce qu'ils ne représentent pas, ils ne traitent pas le même type d'informations. D'accord. Alors, bon, moi, sur ces aspects intégration symbolique numérique, j'ai envie de dire, j'ai une approche peut-être guidée par l'expérience. C'est-à-dire qu'en réalité, mon vrai problème depuis une vingtaine d'années, c'est un peu tout ce qui est méthodologie de construction des systèmes multi-agents. C'est-à-dire quelle granularité d'agents il faut et quel nombre d'agents il faut pour résoudre un problème donné. Alors évidemment, face à un problème donné, on peut imaginer peut-être plusieurs gros agents qui vont interagir en termes très cognitifs. Bon, là, on n'est pas loin dans l'héritage des systèmes experts et tout ça. Et puis, plus on augmente le nombre d'agents, moins finalement on a besoin que ces agents soient très dotés de connaissances. Et alors, bon, sans que ce soit tout à fait une loi de Demaso, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, je travaillais avec une centaine d'agents. Il y a 10 ans, j'avais des applications avec 10 000 agents, et actuellement, j'ai des applications avec 1 million d'agents. Et en fait, effectivement, mes agents sont de plus en plus stupides. Voilà, mais c'est-à-dire que, bon, on repassera à la suite, mais la suite, moi, mon vrai challenge dans 10 ans, c'est qu'est-ce que je peux résoudre comme problème avec 100 millions d'agents que je ne peux pas résoudre actuellement avec 1 million d'agents. Donc ça, mais quelque part, ça, je dirais, effectivement, le nombre compense. Enfin, c'est un peu de la sémantique cachée dans la solution.
Alors après, se posera effectivement le problème de l'explicabilité. L'autre aspect qui me semble assez commun à tous les domaines qu'on a là actuellement, c'est-à-dire qu'on a actuellement beaucoup de niches, effectivement, chacun travaille dans son domaine et c'est déjà bien difficile pour un être humain de connaître tout ce qui se fait dans un de ces domaines-là, enfin langue naturelle, représentation et connaissances. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cette question d'il y avait une trentaine d'années sur quid de la machine intelligente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme machine si on prenait les meilleurs des résultats de ces 10 domaines. Donc, parce qu'il y a 30 ans, on en rêvait, on disait que c'était trop compliqué. Bon, maintenant, on a des résultats spectaculaires dans pas mal de sous-domaines. Question, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on revienne un peu à IA égale science de l'intégration? Et qu'est-ce que vous pensez de ça, Françoise? En gros, je crois que, avant de répondre directement à la question, je crois que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une machine intelligente. Tout au début, une machine intelligente, ça devait tout faire. Ça devait faire plein de tâches différentes. Ça devait s'auto-reproduire, comme on dit. Ça avait beaucoup de finalités. Ça touche quelque part à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généraliste. On est clair aujourd'hui que si on fait des machines intelligentes, et on en fait aujourd'hui quand même beaucoup, la robotique, quelque part, c'est ça. Si on fait des machines intelligentes, la bonne façon de faire, c'est de spécialiser la machine sur une tâche extrêmement précise. Donc il va y avoir une intégration de tout un tas de techniques, par exemple dans un robot, pour manipuler, pour sauter, pour faire des tas de choses. La vision, pour l'instant pas encore l'audition, à ce que je sache en tous les cas, mais la machine intelligente, ça va être une intégration de fonctions très pointues sur la ligne du rasoir, quelque part. Je ne crois pas qu'on soit proche de produire une machine intelligente qui aurait plusieurs objectifs, c'est-à-dire un robot qui peut passer l'aspirateur, peut-être, mais qui peut passer l'aspirateur et aller ouvrir le frigidaire, vérifier que tout est plein, et aller me préparer le café à telle heure parce que c'est ça que je veux, et aller lancer le chauffage. Toutes ces choses-là, l'IA généraliste, la machine, je ne vois pas que ce soit possible avant très longtemps. Alors, dans la machine intelligence, la question de l'intégration du symbolique et du numérique se pose de façon extrêmement différente. On voit bien que dans un grand nombre de cas, l'intégration est absolument indispensable, puisque les données qu'on a, les données du monde, comme tu as dit, on vit dans ce monde-là, ces données-là sont des données de perception. Les systèmes, et c'est des données qui sont en très grand nombre, en flux, en volume, en variété. On a beaucoup de stimuli, on va dire. Le symbolique là-dessus, c'est nul. Par contre, l'aspect numérique est capable d'encaisser ça. Mais le numérique, si on lui demande de raisonner et d'expliquer ce qu'il a fait, il n'y a personne. Donc on voit bien que quelque part, il va falloir qu'on intègre des systèmes qui font du traitement bas niveau, comme on dit, et puis ensuite des systèmes au-dessus qui soient capables de raisonner quand c'est nécessaire. Une machine intelligente, très franchement, moi, si j'ai mon robot là qui passe l'aspirateur à ma place, pourquoi il s'est arrêté à tel endroit et qu'il a fait demi-tour, je m'en tamponne. Ce que je veux, c'est que le ménage soit fait. Donc je pense que la question de l'intégration du symbolique et du numérique, il va y avoir des endroits où ce sera absolument indispensable. Par exemple, avec une banque qui doit rendre des comptes en cas d'audit sur les raisons de ces décisions, évidemment, il faudra de l'intégration. Par contre, sur la machine intelligence, le problème est très différent. Il y a plein de machines qu'on va laisser vivre leur vie. Maintenant, si une machine part sur un champ de bataille et décide de massacrer la foule, peut-être qu'on en aura envie, en effet, qu'elle explique ce qu'elle a fait. Bon, je ne veux pas faire de pub pour lui, mais je crois que le mois dernier, effectivement, Donald Trump, quand il s'est levé le matin, il a décidé de donner 2 milliards de dollars à la DARPA pour un projet de 5 ans sur la création d'un soldat autonome. Donc ça fait quand même 400 millions de dollars par an pour un objectif précis.
Là, Ce qui est on rien sur de par rapport aux l'intégration. investissements chinois. On est J'entends, d'accord. j'entends. Il manque un facteur 100 pour les En indicateurs. tous les cas, donc là, c'est sans doute une tentative d'intégration pour une finalité bien précise. Côté américain, il y avait 2 ans, il y avait eu... Enfin, moi, j'avais été assez scotché par Libratus, c'est-à-dire le joueur de poker artificiel là, de Thomas Sandholm. Et pour le coup, alors certes, c'était pour jouer au poker, donc c'était peut-être pas une finalité qui intéresse tout le monde, mais enfin, il y a une partie d'adaptation à l'aléatoire qui est assez fabuleuse et dont on peut s'inspirer pour d'autres problématiques. Et dans Libratus, on trouve de l'apprentissage profond, il y a aussi de l'apprentissage de règles, il y a du case-based reasoning, il y a du... Enfin, pour moi, c'est déjà un début d'intégration, tout ça. Patrick? Oui, juste aussi, on a oublié un domaine, alors dans les systèmes d'intégration, hein, on a oublié un domaine, c'est les jeux. Les jeux, parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans les jeux, mais il y a plein de gens qui sont dans les jeux. Ils n'ont jamais oublié le mot intelligence artificielle, eux. C'est-à-dire qu'au centre des jeux électroniques, qui est une sorte de représentation du monde en 3 dimensions avec des scénarios et des objectifs, et ben, ces jeux-là, ce sont des machines d'intelligence artificielle qui gèrent l'ensemble des dialogues et des fonctionnements dans les jeux. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans et qui sont aussi des personnes qui sont dans du cognitif, des philosophes, etc., qui travaillent sur ces sujets-là. Je voulais juste dire aussi une chose. Indépendamment de l'interaction, je pense que vous avez tous entendu parler du test de Turing. Donc le test de Turing, c'est pas forcément le test de Ex Machina, hein, qui est un autre film, mais c'est peut-être le test de Her. Pour ceux qui ont vu le film Her, c'est un film canadien d'une personne qui tombe amoureuse d'un agent intelligent, hein, qui parle simplement, mais qui est complètement dématérialisé. Et je pense qu'avant d'aller sur l'intégration de choses complètement matérialisées, on va certainement travailler, on va certainement avoir des agents intelligents qui vont être dématérialisés, mais qui vont vous parler, qui vont vous comprendre, parce que ça nous évite tout un tas de problèmes d'intégration dans l'univers physique qui sont très compliqués, hein, ne serait-ce que s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait, enfin des choses très bêtes comme ça. Donc voilà, donc moi je travaille pas mal aussi dans le domaine des agents intelligents, de la création de systèmes de dialogue et d'échange avec les personnes. Et je pense que là, on peut aller assez loin dans tous les domaines pour aider, par exemple, un médecin à diagnostiquer, pas forcément du diagnostic comme des systèmes experts, mais à aider un patient à faire ses exercices. Typiquement, c'est un exemple, mais trouver une bonne assurance. Enfin, énormément de choses qui nécessitent plus que je pose une question à un moteur de recherche, j'ai 10 résultats et puis après je regarde, mais de trouver quelque chose en dialoguant avec le système. Donc je pense qu'il y a toute une évolution qui va arriver et qui va être importante dans ce domaine-là. Et à un moment donné, il est assez certain qu'on aura du mal à déterminer si ce qu'on a en face, c'est un être humain ou pas un être humain, parce qu'il y aura soit des modèles qui auront été en apprentissage automatique de dialogue, soit des modèles symboliques qui seront capables de faire ça parce qu'ils auront évolué. Moi, je pense certainement que ce sera un mélange de ça, c'est-à-dire qu'on pourra modéliser les dialogues qui sont infinis, hein, à travers à la fois du symbolique et du numérique. Je pense que ce sera un élément assez important. Donc cet aspect-là, je crois beaucoup plus à ça qu'à l'existence d'un vrai robot. Alors, des études psychologiques ont montré que quand vous faites des robots, plus ressemblent il y a l'effet creepy, je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là, mais c'est un effet où le robot ne ressemble pas tout à fait à un être humain, mais il est quand même suffisamment proche pour que vous en ayez peur. Et donc vous allez avoir peur de ces robots-là. Il y a des séries américaines là-dessus, voire suédoises d'ailleurs. Et ces robots-là, on s'aperçoit que les robots les plus acceptés en termes d'acceptabilité et de communication, c'est des petits robots de cette taille-là, qui ressemblent plutôt à un teddy bear qu'à un être humain. Voilà, donc. Et ces robots-là, ils n'y font pas grand-chose en ce moment. Et je ne pense pas que ce soit l'avenir dans les 10, 15, 20 ans. Ce ne sera pas ça. Ce sera plus des systèmes de dialogue qui vont être complètement virtuels, en fait. On va être beaucoup plus sur du virtuel dans l'IA que sur du physique. Ok. Dernière rotation, si vous voulez bien. Je crois que tu voulais... Non, par rapport au non, système de dialogue, je vais être très brève. Je voulais quand même dire que il y a, ouais, enfin, ça revient à la mode et tout. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'évolution des connaissances, le côté dynamique. Parce que justement, tu cites les systèmes de dialogue, mais quand on dialogue, si j'ai pas compris un truc, je te demande. Voilà. Et du coup, comment faire en sorte pour que la machine, elle continue à apprendre des choses nouvelles comme on le fait, et on dit, oh, j'ai pas compris, là, explique-moi. Et puis voilà, ce qui est pas si simple et qui est intégration aussi. Et aussi le diagnostic le why. Hein. Pourquoi tu m'as répondu ça? Il est capable de répondre, c'est parce que je pense ça. Vous êtes déjà dans la dernière rotation. La dernière rotation, c'est
On va pas faire de prospective à 30 ou 40 ans, on va rester... parce qu'on sait que de toute façon, ça existe pour 60 ans encore. Donc, mais si déjà vous aviez une feuille de route pour 10 ans, ou plutôt une idée favorite à développer sur la dizaine d'années qui suivent, Waouh. dans votre domaine. Ouais. Non, bah alors dans mon domaine, oui, évidemment. J'allais dire, moi, pour le traitement du langage naturel, je reviens un petit peu sur ce que tu disais. En 30 ans, ça n'a pas tellement changé. Ouais, je dirais c'est un petit peu le présent, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce lien entre traitement du langage naturel, représentation des connaissances, avoir des modèles de représentation communs qui soient autre chose, Jean le dirait mieux que moi, que Excel. Voilà, donc aller vers ça, continuer. Mais j'allais dire, dans quelques années, un présent qui marche, quoi. Faire de l'extraction d'événements, arriver, je dirais vraiment, pour moi, c'est à expliciter ces liens entre, ok, on est capable de voir des corrélations, mais ces liens entre causes, corrélations, tout ça, et à expliciter tout ça, quoi. Et donc, on est tous un peu là-dedans déjà aujourd'hui, c'est déjà le présent, mais comment faire pour que dans le futur, ça marche, quoi. Voilà. Alors après, je sais pas si tu avais une autre question sur... une autre chose, mais peut-être que tu veux la poser après, sur les autres disciplines. Et donc une chose, on parle d'explicabilité, on parle de grande masse de données. Une chose qui me paraît importante aussi pour moi, c'est tout ce qui est un autre domaine qui n'est pas le mien, c'est visualisation. Pour faire sens de toutes ces données, quoi. Donc, dans ce qui est les interfaces, donc pour comprendre les données, mais aussi pour ces représentations des données. Alors là, vous allez voir, je suis partie partout, là. Je reviens sur la conversation d'avant sur les femmes, mais de façon plus constructive. Donc, c'était pas que c'était pas constructif, hein, pardon. Mais une réponse, c'est oui, dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on montre comme représentation du monde et comment, enfin voilà, comment tout ça va être. Pourquoi on a toujours des voix de femmes sur les GPS? Et je termine sur une anecdote, mais je termine. Mon ancienne chef chez Xerox, au tout début des GPS, et pourtant c'était une femme, hein, comme quoi, et elle me dit, mais franchement, moi, cette fille qui me donne des ordres, je trouve ça insupportable. Voilà, donc posons-nous la question. J'en profite pour faire remarquer qu'on est à parité parfaite sur ce panel, donc voilà. Bravo, bravo. Moi, oui, c'est pas tous les jours, donc on en profite, on le dit. On a toujours plus d'hommes que... Ça a aussi un avantage dans l'autre sens, je suis d'accord. Pour ma part, effectivement, je te rejoins là-dessus, sur le côté... Aujourd'hui, on est au début du big data. On en parle déjà depuis un certain temps, mais au début, parce qu'on vient juste de se rendre compte qu'on a plein de données. Alors, on s'est aussi rendu compte que Google en avait énormément, beaucoup plus que tout le monde, et que c'était super dangereux. C'est un autre sujet, ok. On l'a déjà évoqué 15 fois, donc celui-là, je ne vais pas le refaire. Mais c'est quand même important, pour soi, de maîtriser ses propres données. Oublions ce chapitre, mais il est important. Mais les entreprises ou les gouvernements ont depuis longtemps beaucoup de données et commencent à s'en apercevoir. Et il y a une grande valeur. Et donc, je pense que dans l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, il y a énormément de travail à faire, de création de systèmes qui vont être capables d'utiliser ces données, de les structurer et de les valoriser. Énormément. Donc ça sera énormément de machine learning, mais ce sera aussi du symbolique qui va devoir faire ça. Et puis pour terminer, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que tout ça, ça va rester très symbolique encore pour au moins 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne verra pas de robots se balader dans la rue, on ne verra pas de choses très physiques. Ça va rester symbolique, mais ça va prendre... L'impression d'intelligence des systèmes va augmenter fortement, d'un point de vue purement symbolique. Elle va augmenter fortement jusqu'à que ce soit... On se demande si la personne... l'être ou la personne avec qui on parle, est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un robot? Forcément, c'est des choses mécaniques. Les dialogues sont des choses mécaniques, donc sont totalement modélisables d'un point de vue mécanique, donc soit par l'apprentissage, soit directement symboliquement, soit les deux, certainement les deux. C'est mécanique et donc forcément, ça se modélise. Donc à un moment donné, on est tous un peu mécanisés. Hein. Quand vous dites bonjour, quand je vous dis bonjour, vous me répondez bonjour. Ça, c'est quand même très mécanique et on a tous des mécanismes mentaux extra. Quand on les regarde, beaucoup de nos fonctionnements sont presque totalement mécanisés et on n'y pense pas. Ne serait-ce que pour manger, vous êtes capable de parler et de manger en même temps et le fait de manger, c'est complètement mécanique. Donc il y a énormément de choses mécaniques. Donc c'est ce genre de choses qu'on va reproduire dans les systèmes. Et donc c'est sûr
qu'à un moment donné, on se posera cette question, qu'est-ce qu'on a en face? Est-ce que c'est un être humain ou pas un être humain? Au moins en termes virtuels et dialogue. Voilà ce que je voulais dire. Françoise, un mot? Moi, j'ai envie de prendre une position non plus d'universitaire, j'enlève ma casquette là, mais de me demander aujourd'hui quel est le point de vue d'une entreprise sur l'IA. Aujourd'hui, une entreprise qui veut faire de l'IA, donc je rencontre assez régulièrement, ces entreprises-là, elles sont incapables, dans 99% des cas, peut-être 98 aujourd'hui, elles sont incapables de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là, pour tout un tas de raisons. Donc pour moi, dans les 10 prochaines années, avant des robots, avant des agents conversationnels, avant toutes ces choses-là, ce que je pense qui est absolument indispensable, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre l'IA accessible à la majeure partie des entreprises. Et pourquoi en particulier? Parce que la Chine, ce sont des gens qui ont énormément d'argent, qui sont en train d'investir dans des proportions que vous n'imaginez même pas. Alors un exemple, j'habitais dans une petite ville qui s'appelle Tianjin, près de Pékin, petite ville de 15 millions d'habitants. Ils ont créé une ville IA, d'accord? Une ville IA, c'est des services publics qui ont les données et les besoins, des entreprises start-up en général qui vont développer des solutions et un petit peu de laboratoire universitaire autour. Je mets sur la table tous ces gens-là, je construis la ville, je mets 4 milliards de dollars. Je reviens un an après, je rajoute 10 milliards de dollars. Donc, face à ces investissements-là, la seule question, c'est nous. Alors, Trump avec 2 milliards, on rigole, quoi. Il est noyé. Mais nous, qui, en France, allons peut-être pouvoir mettre 1,5 milliard, comment nous faisons pour que dans 10 ans, nos entreprises ne s'appellent pas Jin-Dong, par exemple. Donc, on voit que aujourd'hui, l'IA, c'est très beau, c'est très magnifique et c'est très splendide, mais on est totalement incapable de faire en sorte que nos entreprises puissent vraiment en profiter. Donc, comment on fait pour que nos PME soient capables de développer des nouvelles solutions pour avoir des nouveaux revenus, soient capables d'optimiser leur processus pour diminuer leurs coûts, pour être encore compétitives dans 10 ans? Ça passe par ce que tu disais, c'est-à-dire des outils spécialisés. Moi, je pense en particulier qu'un des points absolument critiques pour ça, c'est d'avoir des plateformes de données dans lesquelles il y a une espèce de syndication des données qui vont permettre aux entreprises de piocher dans ce tas-là pour construire, en complétant avec leurs propres données, pour construire des nouveaux services. Mais c'est ça le challenge. Sinon, demain, toute l'économie, ce sera plus GAFA, ce sera BAT, chinois, ce sera tout ce qu'on veut, mais l'IA n'aura servi à rien, sauf à faire des jolies thèses, ce qui est très bien, mais ce n'est pas le truc. Et franchement, la réponse à cette question-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider? Donc moi, je travaille aujourd'hui dans le Hub France-IA pour essayer d'aider les entreprises à ça, pour faire de l'évangélisation, pour faire de la formation, pour dire comment il faut y aller. Comment on fait? On est très peu nombreux sur ces sujets-là, il y a très peu de gens. Et il y a des besoins énormes, on n'a pas de données face aux Chinois, ou même aux Américains. Mais GAFA, c'est là, BAT, c'est là, en nombre de données. GAFA n'a rien comparé à Baidu. Google n'a rien comparé à Baidu. Donc, on est en face, eux sont à 100, les États-Unis sont à 10, nous, on est à 1, 0,1, 0,01, je ne sais pas. On n'a pas de données, on n'a pas d'argent à investir, on n'a pas énormément de ressources. On fait quoi? Alors déjà, ce qu'on fait, c'est on s'inscrit tous à la FIA, les industriels aussi. Il y a le collège industriel de la FIA. La FIA, actuellement, il y a 514 membres et peut-être une douzaine d'industriels. Quand j'étais au printemps dernier au Japon, à la JIS, il y a 3800 collègues et 199 industriels. Et bon, les Japonais ne sont qu'une fois et demie nous, hein, donc en nombre. Donc on a encore de la marge de progression. Et alors, Frédéric, qui est très Langnat, va sûrement venir à la conférence nationale de Langnat TALN qui aura lieu à la plateforme IA 2019 à Toulouse du 1er au 5 juillet.
Patrick Constant, qui est très ingénierie et connaissances, il viendra à la conférence ingénierie et connaissances qui aura lieu du 1er au 5 juillet à Toulouse, à la plateforme intelligence artificielle. Françoise Soulier, qui est très apprentissage, viendra à la conférence d'apprentissage qui aura lieu à Toulouse du 1er au 5 juillet 2019 à Toulouse. Et Yves Demazo ira au JFSMA qui aura lieu du 1er au 5 juillet 2019 à Toulouse. Je vous invite à nous rejoindre parce qu'outre ces quatre-là, il y a aussi la conférence d'IA fondamentale, IAF. Il y a aussi JFPDA, il y a aussi RJCIA, APIA et CNIA. 2 mots sur APIA. C'est une conf moitié recherche, moitié industrielle, où justement on essaye de faire, tant que faire se peut, des mariages entre académiques et industriels qui ne se connaissent pas. Donc merci à tous pour votre patience et merci à tous de vous revoir donc en juillet à Toulouse. Donc rendez-vous effectivement à Toulouse et puis une prochaine table ronde abordera le problème des entreprises. Quand même, quitte à déraper beaucoup, le temps pour une ou deux questions. Alors questions très courtes et réponses non moins courtes s'il vous plaît et définitives les réponses. Oui, en tant que développeur et amateur d'IA, moi ce qui me frappe, et c'est peut-être une réponse aux interrogations de Françoise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de connexion entre le développement logiciel et l'IA, et on aurait besoin d'assistants intelligents pour des tâches qui ne sont pas toujours de très haut niveau, mais ça n'existe pas. Voilà. Et puis, ça peut boucler la boucle entre l'IA et le développement logiciel, parce qu'au bout du compte, il faut faire des applications, il faut mettre les algorithmes ensemble avec des bases de données, avec des interfaces homme-machine. Voilà. En fait, j'ai 2 questions. Une question portant sur l'intégration des IA. Alors, j'étais pas au début de la table ronde. Est-ce que vous avez parlé de la RoboCup ? Et qu'est-ce que vous pensez de la RoboCup ? Parce que c'est un exemple de coordination de robots. Et par rapport aux futurs robots, les applications éventuellement militaires. La RoboCup, très bien, oui. D'ailleurs, on l'accueillait à la conférence ICMAS en 1998 à la Cité des Sciences. Donc, c'est une vieille histoire, c'est une vieille belle histoire. Ils avaient fait après RoboCup Rescue, qui était encore plus ambitieux, mais finalement, il n'y a pas grand monde qui a suivi là-dessus. À ce que j'en sais, en 2020, la RoboCup aura lieu à Bordeaux. Voilà, donc rendez-vous en 2020 à Bordeaux aussi. Donc vous avez déjà au moins 2 rendez-vous. Et une dernière question, mais alors un petit peu, peut-être un peu polémique. Quant est présenté comme un moteur de recherche éthique. Est-ce que vous pouvez, en une phrase, me faire la différence avec Google ? Parce que je n'ai pas encore saisi, en fait. C'est simple, Quant ne surveille pas vos données, ne regarde pas vos données. Quand vous êtes sur Quant, ça respecte entièrement votre vie privée. Vous n'enregistrez pas ? On n'enregistre rien du tout. Et donc, mais strictement rien. Et donc, on respecte la vie privée. C'est la différence essentielle. Alors, après, il y a d'autres parties éthiques, mais c'est vraiment la différence essentielle avec Google qui, elle, va traiter toutes vos données. Regardez par exemple, sur Google Online, il sait, il y a 10 ans, enfin, au moins 5 ans à 7 ans, où vous étiez, telle date, tout le temps, vous êtes enregistré entièrement, surtout si vous avez Google Maps, etc. Tout est enregistré, et on se demande ce qu'ils font avec. Voilà. En tout cas, ils font beaucoup d'argent avec, ça c'est sûr. Et c'est très différent. Voilà, donc Quant, c'est éthique, parce que ça ne surveille pas vos données, et ça ne surveillera jamais. Ça fait partie de notre base, de cœur de base de notre stratégie. Du coup, vous ne pouvez pas faire de machine learning sur ces données que vous n'avez pas. On peut parfaitement faire du machine learning sur des données qui sont totalement anonymisées. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que vous aurez des résultats qui seront généraux, mais qui ne seront pas du tout spécifiques à une personne donnée. Et on ne saura jamais qui est là. Il n'y a pas de personnalisation. Il n'y a aucune personnalisation, parce que quand vous arrivez, votre adresse IP est coupée en morceaux et on ne le sait plus. Voilà. Et d'ailleurs, elle est différente à chaque fois que vous arrivez. Donc, on la coupe de façon différente à chaque fois. Oui, Yann Guillaumet.
Vous avez parlé de gestion des connaissances, donc on peut décrire tout type de connaissances scientifiques. Moi, j'aimerais savoir quelle approche vous avez pour décrire vos algorithmes. La création d'algorithmes, ça génère des nouvelles connaissances. Donc, on peut faire de la gestion des connaissances sur les algorithmes que vous créez. Et donc, je voudrais savoir comment vous organisez. Voilà. Juste, on a déjà... Enfin, en fait, tous les programmes, que ce soit des bases de données, du Word, les personnes, tout ça, c'est des datas qui sont créées. Et tous les programmes créent des datas. Et les programmes qui analysent les datas créent aussi d'autres datas, qui sont le résultat de la création des datas. Donc, c'est encore d'autres datas. Donc, c'est traité de la même manière que les autres datas. C'est simplement ça. Après, certaines datas sont... Quand on fait des logiciels qui créent des datas, c'est pour faire de l'analytics, par exemple, ou du data visualization, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est montré en data visualization. Mais ces données qui sont en fait des agrégations, de la statistique ou des calculs spécifiques pour obtenir d'autres informations, ces informations-là peuvent être aussi elles-mêmes recalculées et retraitées de la même manière. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence.